Du coup, voilà, pour l'observation, ça consiste vraiment à faire voilà, la photo au temps zéro quand on y va. Et d'ailleurs, souvent, c'est même bien de demander l'historique du terrain, d'essayer de voir en fil des saisons comment il se comporte. Seulement après, on commence à essayer de mettre des théories sur pourquoi est-ce que le terrain fonctionne de cette manière, qu'est-ce qui vient, pourquoi l'eau va s'accumuler ici, qu'est-ce que cette plante dit du terrain, pourquoi est-ce que les usagers sur le terrain ne viennent jamais à tel endroit, qu'est-ce qu'ils ressentent, et est-ce qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits à proprement parler. Du coup, le but, ça va vraiment d'identifier toutes les relations qu'il y a entre les différents éléments déjà présents sur le site et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que déjà là, quand on commence à comprendre, on veut déjà être dans une phase un petit peu plus poussée de ah, qu'est-ce qui se passe si on rajoute tel ou tel élément. Dans cette phase d'analyse aussi, on va faire un petit peu le recensement des ressources et des contraintes. Alors, ça peut être les ressources et les contraintes du terrain, mais ça va être aussi les ressources et les contraintes du porteur de projet. Parce que, comme on dit, on essaie de trouver un endroit où ça peut se croiser entre les deux. Et du coup, voilà, il y a souvent une interview, un entretien qui se fait assez long, qui fait émerger à la fois les besoins, les fonctions qui sont nécessaires, et la vision, le rêve du porteur de projet et ses principaux contraintes et ressources. Et c'est seulement après cette phase-là que on peut commencer à designer. Alors designer, c'est donc concevoir, et pour ça, on va s'amuser, donc c'est la partie moi, que je trouve un peu plus rigolote. On va commencer à prendre chaque élément et on va décortiquer chaque élément comme une analyse fonctionnelle. Donc là, j'ai pris un exemple qui est assez concret, qui est bien parlant. C'est l'exemple de la poule. Donc quand on fait l'analyse fonctionnelle de la poule, on se rend compte qu'elle a des besoins. Donc elle a besoin de nourriture, d'air frais, d'une eau propre, d'un abri propre, d'espace, de compagnie et de quoi gratter pour digérer. Et à côté de ça, elle va produire des choses. Elle va produire notamment des œufs, éventuellement de la viande si l'animal est abattu. Elle va fertiliser le sol avec ses fientes. Elle va faire des plumes. Elle va pouvoir consommer des insectes et des limaces. Et elle va apporter aussi un peu de la chaleur sociale, éducative pour les enfants, ou pour les publics un petit peu, notamment dans les fermes pédagogiques. Juste au niveau des productions, je rajouterais aussi que ça produit de la chaleur. Ça, c'est assez important parce que, il y a plein de designs où on utilise cette production-là, notamment pour réchauffer des serres ou des choses comme ça. Du coup, de ces besoins et ces productions, on peut en tirer des fonctions, des interactions qui peuvent se faire. Et le but, justement, après du jeu, ça va être très clairement de placer le poulailler au meilleur endroit pour que tout soit optimisé en termes de fonctions et d'interactions et qu'on dépense le moins d'énergie possible pour que ça soit réalisé. Donc juste après, je vous ai mis un schéma très grossier, hein, je suis vraiment très désolé, mais voilà, c'est un schéma un peu explicatif des différentes zonages et des différents éléments, comment est-ce qu'on peut les positionner pour que justement le système soit le plus fluide possible. Il faut imaginer que la zone 0, là, la zone 0, c'est le lieu d'habitation. Donc ça va être la maison, les abords, la terrasse, éventuellement les aromatiques. La zone 1, c'est une zone un peu plus, on va dire, de production, mais plutôt intensive. On va devoir y aller plusieurs fois par jour, ou plusieurs fois par semaine. Et la zone 2, c'est encore plus éloigné, ça demande moins d'aller-retour, et etc., etc. Ça va jusqu'à la zone 5. Je les ai pas mis parce que ça concerne plutôt des grandes exploitations, généralement. En tout cas, voilà, on peut imaginer que si on a besoin d'aller récupérer des œufs tous les 2 jours et d'entretenir le poulailler, d'aller nourrir les poules, le mettre à 600 mètres, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Comme mettre un potager loin de la maison, finalement, c'est très compliqué parce qu'on se retrouve à y aller que 2 fois par semaine et on se retrouve envahi par les adventices. Alors que finalement, y aller un petit peu tous les jours, garder un œil sur ces fruits et légumes, bah, finalement, ça permet de mieux entretenir. Donc là, vous avez vraiment toutes les flèches qui montrent toutes les interactions. Et encore, je pense que j'en ai oublié, hein, ça ne doit pas être du tout exhaustif. Mais l'idée, voilà, c'est de positionner les éléments de manière à ce que ce soit le plus simple possible pour la personne qui maintienne le système. Donc les épluchures vont dans le compost. Il y a aussi du coup la fiente qui peut aller dans le compost. Donc il faut bien mettre le compost à la fois à proximité du poulailler, mais surtout à proximité du potager, parce que c'est plus simple d'amener des épluchures et de la fiente d'oiseau que de ramener de la terre dans le potager. À côté de ça, on peut imaginer le système du poulailler intégré à un système de verger qui lui va apporter de l'ombre aux poules et en même temps, les poules, si on ouvre sur le verger, elles vont pouvoir l'entretenir. Le verger de lui-même, il va apporter de la matière organique, des feuilles qu'on va pouvoir amener, amender directement en paillage ou mettre dans un compost. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais l'idée vraiment,
c'est de venir essayer de comprendre toutes les interactions qu'il y a entre les différents éléments et d'en faire quelque chose qui est le plus optimal possible. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a fait ce travail de design et qu'on a commencé à penser les choses à leur emplacement, on va donc mettre en œuvre progressivement. Donc c'est quand même conseillé de commencer petit parce que on peut avoir envie de faire des gros travaux, des grands chantiers, et puis finalement se rendre compte qu'il y avait des éléments qu'on n'avait pas pensé. Et ça peut vraiment détruire tout un écosystème finalement de sortir une pelleteuse pour faire des grands ouvrages. Donc voilà, on préfère d'abord commencer petit et aller au fur et à mesure plutôt que de faire des grands chantiers. Pareil, il faut adapter le budget au temps disponible et aux ressources. Il faut aussi planifier parce qu'on sait que des projets qui sont pas planifiés, soit ils vont trop vite, soit ils se terminent pas. Et il faut impliquer les porteurs de projets, les usagers, les habitants. C'est un petit peu comme dans les services de santé finalement. On se rend compte que plus il y a un engagement de la part des personnes qui vont être bénéficiaires, plus il y a de chances que ça réussisse. Donc c'est très important. Moi, je le vois bien avec les patients. Quand il y a une implication, quand ils sont actifs de leur prise en soin, et ben finalement, on arrive à aller plus loin avec eux et plus rapidement surtout. Aussi, il faut utiliser au maximum les ressources locales. Et ensuite, on passe évidemment dans une phase d'évaluation, d'observation. Est-ce qu'on a réussi à satisfaire les besoins? Est-ce qu'il y a des nouvelles interactions qui sont apparues? Est-ce que ça fonctionne correctement? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Est-ce qu'il y a des nouvelles opportunités? Et on repart, du coup, hop, à l'observation, ici, et de nouveau compréhension, design, mise en œuvre, évaluation. C'est donc vraiment un design, le design n'est jamais terminé. Il fait que se réajuster à chaque moment. Du coup, j'ai envie de donner quelques exemples de systèmes permacoles, on va dire à grande échelle, parce que souvent ça parle plus. Là, par exemple, c'est Aline, une personne que j'ai rencontrée dans une formation qui est à Boulk, en Drôme. Donc, pour le coup, c'est un lieu haut en altitude, donc avec des hivers rigoureux. Et on peut commencer à voir déjà des éléments un peu spécifiques qui se dessinent sur la carte. Là, il y a une sorte de structure géodésique qui est très certainement son poulailler, ouvert sur un parc à poules. Il y a un élément mare au milieu, et on voit ensuite on va dire des plaques de culture qui sont tout au long, alignées en mandala. Et elle a fait le pari assez intéressant de designer son espace sur 15, 20, 30, 40 ans. Donc elle fait de la culture en centropie, donc c'est une forme d'agroforesterie qui vient du Brésil, et qui imagine des systèmes qui évoluent spontanément vers une forêt nourricière. Donc là, elle a fait tout un design économique à ce niveau-là. Pour l'instant, elle vend que des petits fruits, elle fait des tisanes, des choses comme ça. Mais à terme, elle va devoir changer, repenser son système économique pour vendre du fruit et plutôt aller sur ouais, on va dire un travail de verger, quoi. Et elle a fait récemment, elle a éco-construit une serre bioclimatique assez impressionnante, exposée sud, pour lancer ses boutures en début de saison, avec des pneus à l'arrière qui font masse thermique. Donc le but, c'est vraiment de limiter au maximum l'usage de ce genre de chauffage, quoi. Elle, ça vient répondre du coup à sa problématique particulière quand même d'hiver rigoureux et de mi-saison rigoureuse, quoi. Si elle veut commencer ses semis et ses boutures à temps, ben, elle est obligée de faire appel à ce genre de système. Et ça marche très bien. Un autre exemple qui est la ferme du Bec et Loing du couple Hervé Gruyère, donc en Normandie dans l'Eure. Eux, leur projet, leur vision, c'était vraiment d'être un lieu test pour la permaculture, un lieu publicité aussi. Ils voulaient prouver qu'on pouvait produire plus et de meilleure qualité sur moins de mètres carrés. Paris réussit, hein, il s'est mis en lien avec plein d'instituts d'agronomie et en effet, ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup cette photo parce qu'elle parle vraiment de la dissociation, de la différence qu'il y a entre les monocultures derrière qui sont arides, on imagine beaucoup d'entretien mécanique, et cette sorte d'oasis d'arbres où finalement on voit que les énergies elles sont conservées et elles s'échangent au milieu du terrain. Voilà, il y a le beau mandala, il y a les mares, les serres. Donc, c'est vraiment une grande porte d'entrée sur la permaculture, ce lieu, et c'est un lieu que je recommande à visiter pour le coup. Et enfin, je vais du coup vous parler aussi d'un exemple en Drôme, donc la Vépinière des Alvéoles. C'est là où je fais notamment ma formation de conseiller en permaculture. Donc ils ont ouais, plusieurs
plusieurs cordes à leur arc, on va dire. Ils ont un côté pépinière où ils créent justement des plants. Ils ont aussi un centre de formation et un bureau d'études. Et ici, donc, on voit la serre qui accueille les petits plants avec des panneaux solaires voltaïques qui sont faits pour recharger les vélos électriques des personnes qui viennent travailler des villages avoisinants. Ils ont ouais, des plaques de culture en contrebas et ils sont notamment très doués pour faire de l'hydrologie régénérative. Donc, ils mettent des ouvrages d'hydrologie un peu partout et ça permet de conserver l'eau dans le système parce que leur problématique, c'est à la fois une problématique hydromorphe l'hiver, c'est-à-dire que les sols s'imbibent d'eau l'hiver, et en même temps, l'été, tout est sec et on peut plus rien faire. Donc, ils ont réussi à sublimer toutes ces problématiques, à créer un lieu vraiment où l'eau circule correctement. Là, c'est une photo de la serre que j'ai pris lors d'un cours de l'année dernière. C'est pour montrer que les différents endroits en permaculture, ils ont plusieurs fonctions. Donc la serre, elle sert en effet à produire, et en même temps, quand il commence à faire frais, c'est aussi le lieu où on va se retrouver pour apprendre et s'organiser ensemble. Donc très très chouette les pépinières médiévales. Du coup, là, la question, c'est un peu plus concret, c'est pourquoi pas votre jardin? Donc, par où on commence? Moi, on va dire que j'ai mis en exergue trois axes. Le premier pour moi, c'est quand même d'apprendre. Donc, soit en accédant à une formation via un cours de conception en permaculture, en Drôme par exemple, ou ailleurs. Il y en a plein en France, hein, vraiment, voilà, ça se fait sur 2 semaines et c'est des expériences qui sont très enrichissantes et qui ouvrent beaucoup de portes. Mais sinon, vous pouvez le faire de vous-même, tout simplement en lisant, en écoutant, en visitant des lieux. Et il y a une autre forme d'apprentissage que je trouve qui est la meilleure, c'est observer le vivant. Parce que vous allez tirer vos propres conclusions et vous allez être un petit peu dans le principe de vous poser les bonnes questions et d'observer différemment. Et ça, je trouve que c'est précieux. Ensuite, il faut pas hésiter à commencer, à expérimenter. Il faut commencer petit, mais il faut y aller. En fait, le but du jeu, c'est de voir ce qui change quand on amène, quand on fait des aménagements. Il faut pas hésiter à tester, ajuster et recommencer. Et il faut idéalement s'appuyer sur les principes de conception que j'ai mis slide 2 qui sont quand même on va dire un bon guide de départ pour pas trop se tromper. Il faut aussi accepter qu'il y a plein de boucles de rétro-contrôle qui se mettent en place quand on bouge des choses dans un terrain, et du coup c'est normal que le jardin il évolue avec vous, et du coup le but ça va être de pas évoluer contre lui. Voilà, il va falloir réajuster à chaque fois. Et à la différence du survivalisme, en permaculture, on pense qu'il faut prendre soin des humains et des relations entre les humains, donc du coup c'est ultra important de se rassembler. Se rassembler, que ce soit pour partager des témoignages, des expériences, du savoir, pour mutualiser des outils, mais aussi pour produire et apprendre ensemble par des chantiers collectifs, tout ça. Il y a toute une dimension aussi qui pense qu'il faut célébrer tout ça. Et voilà, c'est ce qui fait qu'on prend soin un peu des humains et c'est très agréable. Donc je peux que vous conseiller de faire avec vos voisins, vos amis, vos enfants, votre famille. Le but, c'est vraiment que ça soit des expériences partagées. Du coup, on va passer à un petit exemple concret que j'ai vécu l'année dernière pour imaginer un petit peu tout ça. Ça, voilà, c'était mon jardin l'année dernière à Luis dans l'Ain. Donc c'est très petit, vraiment, c'est une cour de même pas ouais, une vingtaine de mètres carrés, très minéralisée. Peu d'ensoleillement finalement, et le sol, c'était du gravier. Donc j'ai fait un petit état des lieux des ressources. À proximité, on était à côté de la cuisine. J'étais à l'époque avec mon ex-compagne qui produisait plus d'épluchures que tout un village réuni. Donc ça nous faisait pas mal de biomasse. On avait la descente de toit que vous voyez ici avec l'évacuation d'eau de pluie par ici. Et on avait ce bac en gravier avec de la terre dedans, là. Donc on s'est dit, bon, ok, il y a un potentiel, on peut produire sur place un complément de notre potager principal qui était un peu éloigné vers chez les ex-beaux-parents. Et ça permettait aussi peut-être éventuellement de penser à un compost plus proche et de végétaliser une cour qui est finalement assez minérale. La solution à cette potentialité, du coup, ça a été d'imaginer l'implémentation d'un wicking bed. Alors, pour faire court, un wicking bed, c'est un bac potager, mais qui a une fonction de stockage de l'eau. En fait, il vient récupérer l'eau de pluie et ensuite, elle vient se stocker dans du sable ou des graviers ou entre des pierres. Et ensuite, il y a un effet capillarité qui se fait et qui vient réhumidifier la terre au-dessus. Tout ça avec un trop-plein, évidemment, pour éviter que le système soit imbibé d'eau. Du coup, là, je vous ai mis les étapes un petit peu de cette construction que j'ai fait l'année dernière. Donc là, vous voyez, on commence à faire le coffrage. J'ai enlevé les graviers qui restaient
dans le bac, j'ai tout enlevé. Ensuite, j'ai fini le coffrage, j'ai commencé à mettre la bâche imperméable, le PM. Ensuite, rempli de gravier. Là, ce que vous voyez, c'est la laine de mouton compactée que j'ai mis de manière verticale et horizontale pour augmenter l'effet de la capillarité du bac. Voilà. J'ai fait attention à ce que l'arrivée d'eau ne se bouge pas. Donc, créé une sortie un peu plus grande, j'ai rempli de cailloux. Et ensuite, j'ai mis du coup le géotextile et rempli avec de la terre. Puis j'ai fermé tout ça un petit peu proprement et ça donne ça à la fin. Et du coup, il n'y avait plus qu'à planter. Euh, Là, donc j'ai planté des tomates. En permaculture, on fait avec ce qu'on a au plus proche. Et il se trouve que j'avais mon potager pas très loin et il y avait des gourmands. Alors, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est que des gourmands, mais les gourmands, c'est en fait quelque chose qui va partir entre deux tiges principales d'un plant de tomates et qui est censé consommer un peu l'énergie de la plante et pas fructifier. Donc ça, vous pouvez, entre guillemets, les couper, les mettre dans l'eau et puis ça fait des boutures. Et finalement, bah, ça prend très bien, en fait. Très rapidement, ça a fait quelque chose de l'ordre d'une forêt de plants de tomates. Et du coup, c'est très bien parce qu'en plus, ça permet d'augmenter la période de récolte. Parce que les plants mères qui sont au potager fructifient bien plus tôt dans l'année. Et ceux-là, ils vont fructifier, on va dire, au mois de septembre, octobre, si l'été est un peu, si on a le droit à un été indien. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est assez sympa à faire. En plus, ça permet d'avoir des plants qu'on connaît parce qu'on les voit évoluer sur le terrain à côté. Hop là. Donc voilà, ça, c'est ce que ça donne quelques semaines plus tard. Vous voyez que du coup, le fait d'avoir enlevé les graviers et de l'avoir mis dans le bac, bah, ça a aussi permis de libérer le sol. Donc je me suis dit, bah, tant mieux, on a pu mettre un gazon très simple, mais qui permet de végétaliser un petit peu la cour. Donc j'étais repassé un petit peu dans une phase d'observation. Je me suis dit, ah bah tiens, maintenant, il n'y a plus les graviers, qu'est-ce que je peux en faire? Voilà. Le design n'est jamais terminé. J'ai d'autres exemples, mais on va aller assez rapidement parce que je pense qu'il doit rester 5 minutes à peu près. D'éléments qu'on peut intégrer dans des designs. Donc la serre, ça fait souvent partie des éléments qu'on va mettre assez rapidement parce que ça permet de débuter les cultures plus tôt, de les terminer aussi plus tard. Ça peut aussi être un espace pour faire des semis, des boutures. Ça peut être là pour le coup, je suis allé visiter cette serre géodésique et la personne, c'était rigolo. En septembre-octobre, elle l'utilisait encore, mais pour faire sécher son linge. Voilà. Donc, comme quoi, il y a toujours des fonctions qui sont des fois très surprenantes à des lieux. C'est un système qui est assez ingénieux parce que le problème des serres, c'est que souvent, il fait très froid la nuit, malgré que ça garde la température, et l'été, il fait très chaud. Donc, lui, il avait mis un système d'aération par le haut assez astucieux. Et il avait l'hiver, pardon, enfin, au début de saison, il mettait un bac d'eau au milieu qu'il utilise pour arroser, mais aussi comme masse thermique, voilà, qui chauffait la journée et qui rétribuait la chaleur, un petit peu comme les pneus qu'on a vus tout à l'heure. Donc voilà, le but c'est vraiment d'aller réfléchir à toutes les étapes et là c'est vraiment très intéressant. Ça c'est chez mon ex-beau-père. Lui la difficulté c'est qu'il avait un terrain en pente et il voulait continuer à cultiver. Du coup il a eu l'idée de faire des restanques, des micro-restantes, hein, très petites. Mais voilà, c'est d'aller mettre des pierres pour essayer de maintenir la terre, faire un plat. Et il avait inventé cet outil. Comme vous voyez là en haut, il y a des tas de feuilles qui laissent se dégrader au fur et à mesure des mois. Et ça fait une terre qui est très riche. Et ça, il la mélange avec de la terre déjà présente. Et du coup, il a fait ce cadre avec un grillage à poules dessus. Et en fait, on remplissait la terre et ça venait un peu la tamiser. Et tout ce qui était les grosses pierres, on venait l'excaver. Et du coup, finalement, ça fait une terre très meuble qui est vraiment propice à la plantation. Meuble et riche pour le coup. Donc très astucieux. Et voilà, et ça s'est fait en 2 3 jours, hein, finalement, pas besoin de gros moyens, hein, surtout l'huile de coude. Donc voilà. Et évidemment, quand on parle de permaculture, on va souvent penser aussi à des ouvrages hydrologiques, parce que souvent ça a de la gueule et ça change beaucoup, ça augmente les effets de lisière, ça crée des écosystèmes plus complexes. Donc là, par exemple, c'est une marque qui a été faite justement à la Pépinière des Alvéoles en Drôme, qui est, je pense, on ne voit pas vraiment sur la photo, mais qui est quand même assez grande. Et là, on peut voir vraiment les structures, donc les différents étages de la mare, et ils ont fait un renfort avec des fascines. Alors les fascines, c'est des structures avec des poteaux verticaux, et on vient mettre du bois de manière horizontale pour venir structurer. Et là, il y a de la fibre un peu de coco et de la toile de jute qui ont été positionnées pour consolider aussi là, les berges, pour permettre une meilleure implantation des végétaux. Donc ça, c'est quelques mois plus tard, après quelques pluies, tout ça, et on voit en effet que l'eau commence à apparaître, et surtout la végétalisation commence assez fortement.
Autre ouvrage aussi qui est complètement inspiré du vivant, c'est les barrages de castors. Alors là, c'est pas des castors qui l'ont fait, hein, c'est bien des humains, mais par contre, la technique, elle a été reprise à l'identique du castor. Vraiment, c'est d'abord du bois horizontal, perpendiculaire à l'arrivée du cours d'eau, et puis ensuite, c'est planté dans le sens inverse du cours d'eau. Et ça permet de faire des petits bassins, et ça vient ralentir l'eau et lui permettre de mieux s'infiltrer dans le paysage. Donc c'est aussi intéressant parce que ça vient créer une niche écologique à cet endroit-là. Il y a beaucoup, beaucoup de vie. Vraiment, c'est super intéressant. Eh bien, je suis bien heureux d'avoir pu vous montrer tout ça. J'espère que vous finissez avec plus de questions que de réponses parce que c'est un peu le but de la permaculture. Et voilà, je voulais finir avec le fait que le plus important, je pense, pour commencer la permaculture, c'est de commencer à observer autrement. Et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Adrien. Écoutez, moi, j'ai beaucoup appris, notamment noter les adresses pour aller visiter les sites. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des remarques, des commentaires? N'hésitez pas, pendant qu'Adrien est là. Pour ceux qui veulent parler, n'hésitez pas à couper votre micro. Est-ce que vous avez découvert des choses? Est-ce que c'est des choses que vous connaissiez? Nathalie, je te vois vouloir attraper quelque Oui, ça chose. y est, je crois que c'est bon. Non, moi, je voulais savoir, du coup, ces bassins d'eau, du coup, comment tu gères les moustiques par rapport à ça? Ouais, c'est une question super, super intéressante. En fait, c'est une crainte qu'on a naturellement. Mais dans les écosystèmes, si on s'inspire encore du vivant, que vous avez des vraies mares dans des lieux préservés, il n'y a pas spécialement plus de moustiques. En fait, une mare, une fois qu'elle est équilibrée, que la flore et la faune s'est implantée, il va y avoir un système on va dire, d'équilibre entre prédateurs et moustiques. Donc il y aura toujours un peu de moustiques, ça c'est évident, mais ça fait partie du vivant. Mais par exemple, il suffit qu'il y ait quelques batraciens et quelques libellules, et à partir de là, le problème de moustique il disparaît. Je crois que j'ai pas les chiffres en tête, mais le poids que peut manger une libellule, ça représente genre 100 ou 200 fois son poids sur un mois, donc c'est énorme. Vraiment, souvent, c'est un mythe qu'on vient déconstruire chez les personnes, parce qu'il y a toujours la question de ah, j'ai pas envie d'avoir une nuisance par rapport aux boutons de moustique, tout ça. Par contre, il y a une autre nuisance que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'en effet, à partir du moment où une mare devient vivante, il y a souvent des batraciens qui y viennent. Et mine de rien, les batraciens, ça fait un boucan phénoménal. Voilà. Donc il y a des personnes, autant il y a des gens, ils adorent ce bruit, autant quand on installe une mare à 50 mètres du voisin et qu'il commence à y avoir des crapauds et des grenouilles dedans, ça à prendre en compte, quoi. Il faut vraiment faire attention. Alors, il y a une autre question d'Émilie, parce qu'effectivement, on peut ne pas habiter en maison. Mhm. Biodiversité et permaculture, en ville, point d'interrogation, sur un balcon, point d'interrogation. Est-ce possible? Avez-vous également des illustrations, des exemples d'expérimentation? Eh bien, très bonne question. J'ai envie de dire, la permaculture, on peut le faire à toute échelle et encore plus dans des systèmes qui sont très condensés. C'est là où ça va avoir le plus d'impact en plus, notamment en ville. Si tu végétalises ton balcon, tu gagnes des degrés dans ton appartement de manière impressionnante. Et il y a plein de trucs, bah, notamment ce que j'ai mis en place. Vous avez vu, enfin, j'ai pas vraiment de jardin hein, dans ce que je vous ai présenté. C'est vraiment une cour typique. Et bah, en fait, il faut faire quand même une petite étude de savoir si le balcon peut supporter ce poids-là. Mais par exemple, un wicking bed, ça peut être fait complètement. En tout cas, il y a des exemples, c'est ce qu'on appelle de la permaculture urbaine. Et souvent, ce qui va venir faire sens, ça va être de se rassembler en collectif dans ces endroits-là, parce que, ok, il y a chacun individuellement son chez-soi qu'on peut designer et qu'on peut améliorer, mais en fait, il y a plein d'espaces qui sont publics en ville et qui peuvent être investis collectivement. Donc, ça peut être les jardins vivriers ouvriers, ça peut être des espaces, des places communes, des parcs, des choses comme ça. Et en fait, il y a pas mal d'associations qui se rassemblent pour pouvoir justement proposer ce genre de choses. Je sais qu'il y a une association à Lille qui s'appelle les Saprofites et qui justement design ce genre d'espace. Ils font des projets, en fait, ils les co-créent avec les usagers des quartiers et ensuite après ils laissent la main libre aux habitants et le but c'est vraiment qu'ils puissent continuer à avancer d'eux-mêmes, quoi. Donc je pourrais vous mettre le lien si vous voulez
C'est marrant parce que saprofite, c'est le nom d'une plante qui vient se mettre sur une autre plante et qui vient faire de la symbiose. Donc c'est vraiment, voilà, il y a l'idée de profiter de tout. Je sais pas si ça répond à la question. Moi, j'avais une question, je rebondis sur la photo avec le barrage Castor. J'ai Hmm. l'impression, est-ce que le fait de couper ou de réduire en fait un petit cours d'eau, est-ce qu'en aval de cette coupure, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir ensuite sur le reste de l'irrigation? Ouais, ça c'est, je pense, voilà, c'est un peu le principe de la permaculture, de commencer à faire des aménagements et d'aller regarder ensuite ce que ça crée. Et en effet, je pense qu'il faut être vigilant. Alors, moi, mes formateurs me disent que justement, c'est plutôt bénéfique parce que ça permet à l'eau de s'infiltrer dans le terrain. En fait, aujourd'hui, en France et en Europe de manière générale, on a plutôt une politique au niveau de l'eau qui est d'évacuer. Que ce soit au niveau des champs, au niveau des canaux, des égouts, des trucs comme ça. On a créé des grands axes rectilignes vers la mer. Et l'idée de ces barrages-là, c'est de faire en sorte que l'eau prenne le temps sur le terrain, que ça puisse prendre le temps de s'infiltrer, de se stocker dans le vivant et que plus tard, dans tous les cas, le cycle de l'eau fait que ça revient à un endroit ou à un autre. Donc par exemple, si ça vient se mettre dans un sol en drôme, là par exemple c'est le cas, eh ben, on peut imaginer que ça va ramener de la végétation et que du coup cette végétation, elle va transpirer et qu'elle va pouvoir permettre aussi au cycle de l'eau de continuer en quelque sorte. Mais moi je trouve que c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut faire attention à ce genre d'ouvrage. Et il faut, entre guillemets, peut-être faire une étude d'impact avant de voir où est-ce que le ruisseau se termine et à quel usage il a. Souvent, c'est ce qui manque un petit peu dans certaines façons de réfléchir, c'est d'essayer de dézoomer un petit peu à l'échelle du paysage et de regarder les choses dans sa continuité géographique, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, Johan. Ouais, je voulais savoir, c'est la serre géodésique, c'est quoi? Il y a un intérêt particulier par rapport à une serre tunnel? Ouais, il y a plein d'intérêts particuliers par rapport à une serre tunnel. En fait, c'est géométrique. En fait, la sphère, ça va être la forme géométrique où il va y avoir le plus de gain de volume par rapport à la surface de la membrane. Et du coup, c'est là où il y a la meilleure luminosité. C'est aussi tout simplement pour une question, je pense, de coût. C'est plus simple de faire des serres géodésiques, c'est moins coûteux que des serres en tunnel parce que mine de rien, c'est des choses d'un point de vue outil agricole qui coûtent très cher. Pareil, je pense que par contre, la serre tunnel, elle a quand même des avantages. On la retrouve souvent aussi dans les designs en permaculture. On retrouve les deux, généralement. Je pense qu'il y a un petit côté un peu esthétique aussi à la serre géodésique qui vient un peu faire plaisir au design permaculturel. Mais à côté de ça, on retrouve quand même souvent des serres tunnels parce que, mine de rien, les aérations latérales, elles sont quand même plutôt efficaces. Et dans l'assemblage, ça va quand même assez rapidement. C'est plus rapide d'installer une serre tunnel qu'une serre géodésique, quoi. Ça demande un peu de s'organiser avant, en amont, de faire des calculs. Donc c'est normal que la serre tunnel, elle perdure. Je pense vraiment qu'il y a une petite question, c'est un petit peu de penser sur le pétale de l'éco-construction, voilà, de montrer qu'on peut faire des choses différentes. Et c'est un peu dans ce jeu-là qu'on vient un petit peu chercher les, euh, les formes un peu géodésiques. Ce que je vous propose, donc merci beaucoup encore une fois, Adrien, pour ta disponibilité et ton partage. Merci à vous pour votre présence. On vous partagera des liens pour que chacun puisse éventuellement se projeter dans son univers personnel, quels que soient les lieux ou les types d'habitats dans lesquels on se trouve. Pour ceux qui ont encore quelques minutes, je vous propose de vous partager une vidéo. Donc, c'est une vidéo qui a été faite par Ariel, qui est représentante des usagers et qui a rejoint la ruche, qui est aussi présidente du GEM 38 à Bourgoin-Jallieu. Dans le cadre de la ruche, elle a fait une vidéo en lien avec le lien santé-nature. Voilà, et comme on a passé à la ruche jeudi dernier un bon moment à la regarder, je vous propose de la partager. Je ne reprendrai pas la parole en fin de webinaire, donc je lance la vidéo et je vous souhaite une bonne journée et une bonne période estivale. Je lance la vidéo. Hop.
Zut. Alors, pourquoi? Deux petites secondes. Alors, ça marchait tout bien tout à l'heure. Hop, hop. Alors, je vous demande 2 secondes. Ça marche toujours très bien. Je sais pas si elle va inclure le son. Cette fois, ça va être la bonne. Quand le jour se lève sur les jardins fleuris, la nature nous accueille et doucement nous sourit. Les arbres dressent leurs branches vers le ciel lumineux, comme pour nous rappeler que demain peut être heureux. Le chant des oiseaux accompagne chacun de nos pas. Le parfum des fleurs nous guide et nous apaise déjà. Dans le calme d'un sentier, loin du bruit et du tumulte, on retrouve peu à peu cette paix qui nous consulte. Chaque couleur, chaque saison, chaque rayon de soleil réveille au fond de nous des émotions en éveil. La nature offre un refuge, un espace pour respirer, un endroit où l'on peut simplement se retrouver. Le jardin nous tend la main, nous accompagne sur le chemin, au rythme des fleurs et du temps. Nous avançons plus librement dans la terre, dans la lumière, grandissent l'espoir et les repères. Et chaque instant partagé devient une force pour avancer. Les mains plongées dans la terre, nous semons bien davantage que quelques graines promises à de futurs paysages. Nous cultivons la confiance, la patience et le lien, ces petites choses précieuses qui nous font tellement de bien. Autour d'une même activité, les regards se rencontrent, les sourires se répondent et les barrières tombent. Chaque geste devient simple mais prend un sens profond quand il est partagé ensemble dans un même horizon. Le jardin rassemble les personnes au-delà des différences, il donne à chacun sa place, sa voix et son importance. Et dans chaque fleur qui éclot au fil des semaines passées, c'est un peu de notre histoire que l'on voit aussi pousser. Le jardin nous tend la main, nous accompagne sur le chemin, au rythme des fleurs et du temps. Nous avançons plus librement dans la terre, dans la lumière, grandissent l'espoir et les repères. Et chaque instant partagé devient une force pour avancer. Au sein de la fondation, dans les espaces de verdure, la nature devient parfois une véritable ouverture. Elle invite à ralentir, à observer autrement, à profiter de l'instant présent tout simplement. Dans les jardins du GEM, à la MDU de l'SMP, les projets prennent racine et les envies aussi. On prépare les semis, on entretient les plantations et l'on récolte bien souvent plus que des productions. Car derrière chaque activité se construit quelque chose, une confiance retrouvée comme une fleur qui éclot et ose. La nature nous enseigne que rien n'est jamais figé, qu'avec du temps et de l'attention, chacun peut refleurir en paix. Et lorsque les saisons passent et que les couleurs changent, les souvenirs restent présents comme une lumière étrange. Ils racontent les rencontres, les moments de complicité, les progrès parfois discrets mais tellement mérités. Car au cœur de chaque jardin, derrière chaque plantation, grandit silencieusement une belle transformation. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde.